Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge au cœur d'une zone de très haute tension diplomatique. Oui, entre l'Algérie et la France. Et ça ne date pas d'hier. Mais là, on a franchi un cap. Exactement. Tout semble partir d'une simple phrase. Quelques mots d'un ministre français qui ont été jugés méprisants à Alger. Et la réponse, ce n'est pas juste une protestation classique. L'analyse qu'on a sous les yeux parle d'une contre-attaque, d'un véritable uppercut diplomatique. Le mot uppercut est bien choisi. Ça suggère une attaque qui vient d'en bas, qui surprend complètement. C'est ça, et Paris semble avoir été pris totalement par surprise. En fait, la riposte algérienne, ce n'est pas une réaction à chaud, c'est une stratégie très structurée. Qui se déploie sur plusieurs fronts en même temps, si je comprends bien. Exactement. On a le juridique, l'économique et bien sûr le front mémorial. C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas un incident isolé. C'est comme la pièce qui complète un immense puzzle. L'objectif de notre discussion, c'est de décortiquer cette manœuvre. Oui, pour comprendre ce qu'elle révèle de la nouvelle relation de pouvoir entre Alger et Paris. On va voir comment quelques commentaires ont pu servir de détonateur à une offensive qui, visiblement, était préparée depuis longtemps. C'est le plan. On va commencer par le premier coup, le plus spectaculaire, la riposte législative avec ce projet de loi vraiment historique. D'accord? Ensuite, on verra comment Alger a méthodiquement sapé les appuis économiques français. On pourrait appeler ça le coup au corps. Et pour finir, Et enfin, on examinera les démonstrations de souveraineté, plus directes, qui ont achevé de mettre Paris KO sur l'échiquier régional. parfait. Alors, allons-y, plantons le décor. Tout commence avec ces fameux propos du ministre français Bruno Ritaglio. Oui, Il déclare, et je cite, « Il est temps de réexaminer les accords conclus avec l'Algérie car ils ne correspondent plus aux intérêts de la France. et ce n'est pas tout. » Non. Il ajoute, pour bien enfoncer le clou, « L'Algérie doit réaliser que nous ne sommes nullement contraints de céder à ses exigences. » Le ton est donné, quoi. Bah oui, c'est un ton qui est perçu à Alger comme paternaliste. L'analyse parle d'un écho d'une époque révolue. Cette impression d'un retour à une posture quasi coloniale, en somme. C'est ça, et c'est ça qui a servi de prétexte. Et la riposte, loin d'être un simple communiqué de presse, ça a été ce que l'analyse qualifie de boomerang parfaitement ajusté. C'est-à-dire le dépôt quasi immédiat d'un projet de loi historique dont la discussion est fixée au 24 décembre pour criminaliser le colonialisme français. Ah oui, là, on n'est plus du tout dans la diplomatie feutrée. C'est un geste d'une portée immense. On change complètement de dimension. L'analyse insiste vraiment sur un changement de paradigme fondamental. C'est-à-dire, On passe d'une demande morale d'excuses, ce qui a été la posture algérienne pendant des décennies, la posture habituelle, oui. voilà, à quelque chose de radicalement différent, une institutionnalisation juridique de la sanction historique. Donc, si je résume bien, on sort du domaine des regrets pour entrer dans celui des conséquences. Des conséquences concrètes, chiffrables. Précisément, ce n'est plus « s'il vous plaît, excusez-vous », mais « voici la facture légale de vos actions ». Et au cœur de cette facture, il y a un point qui semble être une vraie bombe juridique. Oui, l'article qui classifie tous les actes commis par la France coloniale entre 1830 et 1962 comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité imprescriptibles. Imprescriptible, le mot est lourd de sens. C'est le mot-clé. Ça veut dire que juridiquement, le temps n'efface rien, et donc ça ouvre grand la porte à des poursuites contre l'État français devant les juridictions internationaux. J'imagine que ces poursuites seraient accompagnées de demandes de réparation financière. On a une idée de l'échelle ? L'échelle est astronomique. L'analyse avance des chiffres en centaines de milliards de dollars. Ah oui, quand même. Il y a deux grands volets. D'abord, ce qui est qualifié de pillage des richesses pendant les 132 ans d'occupation. D'accord. Et ensuite, un volet plus spécifique, mais tout aussi lourd, la réparation pour les victimes des essais nucléaires français à Reganey et Inneker. Dont les conséquences pèsent encore aujourd'hui sur les populations. Absolument. C'est une mise en demeure juridique et financière qui place la France dans une position impossible. C'est une impasse totale. Complètement. Soit Paris s'engage dans un processus de reconnaissance et de réparation, ce qui aurait un coût exorbitant et ouvrirait une boîte de Pandore politique en France. Soit Paris refuse. Et dans ce cas, Paris s'expose à une confrontation juridique globale que, d'après notre source, le Trésor français, déjà en difficulté, ne pourrait tout simplement pas supporter. Ce projet de loi, il est donc bien plus qu'un symbole. Il est décrit comme une véritable guillotine politique pour les nostalgiques de l'Algérie française. C'est l'image qui est utilisée, oui. L'analyse détaille 8 points fondamentaux qui structurent cette offensive. Le premier, bien sûr, c'est la criminalisation de l'occupation elle-même. Exactement.
Mais on peut peut-être les regrouper pour y voir plus clair, non? Oui, bonne idée. On peut voir trois grands blocs. Le premier, c'est vraiment de solder les comptes du passé. D'accord. Là-dedans, on trouve la reconnaissance des massacres comme crimes majeurs, l'exigence de réparation pour les essais nucléaires et un point très important, là, la restitution inconditionnelle des archives et des restes mortels des résistants. Qui sont encore dans des musées français. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la partie compte du passé. C'est clair. Et ensuite? Le deuxième bloc, Ensuite, il y a la prise de contrôle du présent. Et là, 2 points sont cruciaux. lesquels? D'abord, des sanctions pénales contre toute personne faisant l'apologie du colonialisme. Ah oui. Ensuite, la classification de la collaboration, ça vise notamment les harkis comme un acte de haute trahison. Là, on ne parle plus seulement de la France, on parle de la définition même du récit national algérien aujourd'hui. C'est une manière de dire voici qui sont nos héros et voici qui sont les traîtres. C'est très fort, ce n'est pas juste une réparation du passé, c'est la construction d'un récit pour le futur. Absolument. Et ça nous amène au troisième bloc qui est de verrouiller ce récit. Avec ce dernier point qui vise à protéger l'histoire contre toute falsification française, c'est ça? Exactement. Alger ne se contente pas de juger le passé, il verrouille la narration pour les générations à venir. C'est une prise de contrôle totale du récit. C'est vraiment une stratégie de mémoire offensive. Le message est clair, la page ne sera pas tournée tant que justice ne sera pas rendue selon les termes algériens. Et cette stratégie, elle puise sa force dans une mémoire collective extrêmement vive. On parle de chiffres très forts dans la source. Oui, on rappelle le chiffre officiel en Algérie de 8,5 millions de martyrs depuis 1830 et surtout les massacres du 8 mai 1945 avec 45 000 morts qui restent une plaie ouverte. Donc sur le plan juridique et mémoriel, l'Algérie construit une véritable forteresse. Mais pour qu'une telle offensive soit crédible, il faut une puissance économique derrière, non? Tout à fait. C'est là qu'intervient le deuxième front. Un uppercut n'est efficace que si on a des appuis solides. Et Alger a construit ses appuis. Oui, au cours des dernières années. L'analyse parle d'une discipline économique sans précédent mise en œuvre par le président Tebboune. La stratégie était simple en somme. Très simple. Ouvrir grand les portes à de nouveaux partenaires pour rendre la dépendance historique vis-à-vis de la France. Nul et non à vue. C'est le coup au corps, celui qui affaiblit de l'intérieur. C'est ça. Et les exemples concrets ne manquent pas. On pense tout de suite à l'Italie. L'Italie, c'est le cas d'école. Elle est devenue le premier partenaire stratégique en Europe. Les accords sont massifs. Dans le gaz, notamment. Oui, le géant italien Eni a complètement supplanté le français Total. Mais il n'y a pas que le gaz. Il y a l'interconnexion électrique sous-marine et bien sûr l'industrie automobile avec l'implantation géante de Fiat. Chaque contrat signé avec Rome était un contrat perdu pour Paris. Exactement. Chaque accord économique, que ce soit avec l'Italie ou un autre, est aussi un message politique. Ce n'est pas juste du commerce. Pas du tout. C'est une déclaration d'indépendance stratégique. Chaque nouveau partenaire, c'est un ancien lien avec la France qui se dissout. C'est une redistribution consciente des cartes géopolitiques. Complètement. Et au-delà de l'Europe, il y a évidemment la Chine. Bien sûr. L'arrivée massive de Huawei pour investir dans les technologies de pointe, la 5G, la numérisation, c'est perçu par Paris comme une invasion de sa zone d'influence traditionnelle. La France, qui se voyait comme le partenaire naturel pour la modernisation de l'Algérie, se retrouve simple spectatrice. Voilà. Et puis il y a le volet le plus sensible, le volet militaire avec la Russie. L'analyse est assez discrète là-dessus. Elle mentionne une coopération de très haut niveau. C'est un euphémisme. Cette coopération a transformé l'armée algérienne en une force de dissuasion régionale de tout premier plan, équipée de matériel russe de dernière génération. Et ça, concrètement, ça change quoi pour la France? Ça change tout. Ça veut dire que l'influence militaire française au Sahel est maintenant directement concurrencée par un acteur très puissant juste à sa porte sud. La France ne peut plus considérer cette région comme son précaré militaire. C'est fini. Elle doit désormais composer avec un voisin puissant, très bien armé, dont les intérêts ne sont pas toujours les siens. Ça limite considérablement ses options stratégiques, au Mali ou au Niger par exemple. Le message est donc très clair. Oui. L'Algérie n'est plus une arrière-cour, mais un pôle de puissance qui attire les grands acteurs mondiaux. On a donc eu le jab juridique qui déstabilise, le coup au corps économique qui affaiblit. Il nous manque le coup final de cette séquence. Les démonstrations de souveraineté directe, celles qui vont au-delà des contrats et des lois. Et l'exemple le plus marquant, c'est l'interdiction de l'espace aérien, c'est ça, non? C'est l'exemple le plus spectaculaire, oui. L'interdiction de l'espace aérien algérien aux avions militaires français.
Une décision prise sans préavis. On mesure mal l'impact d'une telle décision. En quoi c'est si important? C'est crucial. L'espace algérien est immense. C'est le chemin le plus court et le plus sûr pour la France pour projeter ses forces au Sahel. Et en fermant ce corridor, En le fermant, Alger a, et je cite l'analyse, littéralement paralysé les opérations françaises au Sahel et précipité le déclin de l'influence de Paris en Afrique. paralysé, carrément. Oui, les avions français ont dû faire des détours de milliers de kilomètres, les coûts et les risques ont augmenté de manière exponentielle. C'est une démonstration de force pure. C'est utiliser sa propre géographie comme une arme stratégique. C'est exactement ça. C'est montrer à la France qu'on a les moyens physiques de contraindre sa politique étrangère. C'est un changement radical. Total. L'Algérie de Tebboune, telle qu'elle est décrite dans notre dossier, se sent forte de ses institutions, de son économie en pleine croissance et de son armée moderne. Elle ne négocie plus depuis une position d'infériorité. Plus du tout. Elle traite désormais avec la France sur la base d'un seul principe, martelé sans cesse. La réciprocité absolue. Un pied d'égalité non négociable. Si on fait la synthèse de tout ça, il est clair que la réaction algérienne n'est pas un simple accès de colère. L'analyse la présente comme l'aboutissement d'une stratégie de rupture mûrement réfléchie. Avec un but final qui serait de démanteler les derniers vestiges de la tutelle coloniale. C'est un axe de libération totale, pour reprendre les termes employés. Le message sous-jacent, c'est que le rapport de force s'est inversé. La France, perçue comme affaiblie, ne serait plus en position de dicter ses conditions. Exactement. Surtout face à un pays qui a retrouvé sa pleine souveraineté politique, économique et militaire. Le message final d'Alger est donc sans la moindre ambiguïté. Le temps du complexe colonial est terminé, suivi d'une injonction. Oui, la France doit maintenant rendre compte pour son passé noir. Si on élargit un peu la perspective, cette confrontation, elle marque un tournant géopolitique majeur. Oui, ce n'est plus seulement une affaire bilatérale. C'est le symptôme d'un mouvement beaucoup plus large, où des puissances du Sud refusent les anciennes hiérarchies. La phrase de conclusion de l'analyse est très forte à ce sujet. Très forte, oui. L'arrogance de Paris se heurte à un mur de granit algérien. Et ce projet de loi du 24 décembre, c'est le point culminant, la consécration de tout ce processus. C'est présenté comme l'acte final de cette confrontation, celui qui doit marquer la fin définitive de l'ère postcoloniale et le début d'une nouvelle ère. Une ère où, je cite encore, l'Algérie impose sa loi sur ses terres et sur son histoire. C'est l'affirmation de puissance ultime. C'est une page qui se tourne, de manière assez brutale. Pour conclure, laissons peut-être une question en suspens. Allons-y. Si cette nouvelle assurance algérienne redessine ses relations avec la France de manière aussi fondamentale et qu'elle s'affirme comme un pôle de puissance, quelles pourraient être les répercussions en cascade sur l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord, au Sahel et plus largement dans tout le bassin méditerranéen ?